Rome ne s'est pas effondrée en un jour. Mais ce n'est ni une armée de barbares, ni un hiver trop rigoureux, ni un été trop sec qui a ruiné l'Empire. Non, c'est la perte de confiance dans sa monnaie. Inflation, fiscalité abusive, rognage des pièces métalliques. Des décisions politiques apparemment techniques ont provoqué l'une des plus grandes implosions de l'histoire. L'histoire de Rome est une leçon tragique sur le lien entre une monnaie, le pouvoir et son effondrement. Écoutons Simone Wappler. Elle nous explique pourquoi la destruction monétaire précède toujours la faillite et la chute politique. Bonjour, et nous voici donc à notre 4e épisode de l'histoire de la monnaie, de Sumer au Bitcoin. Alors comme d'habitude, je vais vous faire un petit récapitulatif très rapide des épisodes précédents. Ensuite, on va voir un peu les remarques que ça a suscité, une petite mise au point aussi sur le dollar qu'on a évoqué la dernière fois. Et enfin, on va rentrer dans le vif du sujet qui est l'inflation et la peine de mort. Alors voilà, on commence donc. Premier épisode, je vous rappelle qu'on est très loin dans le temps, on est entre moins 3000 et 1750, moins 1750, on s'est intéressé aux échanges, c'est-à-dire comment fait-on pour échanger quelque chose contre autre chose. Et on a vu qu'il y avait plusieurs moyens dont on a des traces historiques. D'abord le troc. J'échange un bison contre du silex taillé. Ensuite, on avait vu qu'on avait crédit et son revers qui est la dette. Et à ce moment-là, eh bien, il faut un enregistrement. Donc en général, il y a un tiers de confiance, un scribe, un grand prêtre, un grand sorcier, peu importe, qui consigne les crédits et les dettes dans des registres de dettes. Et puis on a vu émerger la monnaie, justement, autour de 1750. Alors il y a eu bien d'autres essais de monnaie antérieurs, mais ça c'est une monnaie qui émerge et dont on a des traces dans le premier code écrit, celui d'Hammurabi. C'est une monnaie d'argent et c'est une monnaie privée, d'ailleurs on ne dit pas vraiment monnaie, les techniciens disent des poids. C'est-à-dire que c'était une quantité d'argent donné. Et même quand on est dans le domaine du registre de crédit et de dette, eh bien, on consigne ça en valeur de monnaie de l'époque, qui était le shekel. Et puis, on a vu que comme il y avait et du crédit et de la dette et de la monnaie qui coexistaient, mais que très vite, les premières communautés, les premières sociétés se sont rendues compte que la dette ne pouvait pas grossir à l'infini, eh bien, il y a eu une limite mise à la dette, et Hammurabi a dit pas plus de 3 ans d'esclavage pour celui qui ne pouvait pas payer. Alors, 3 ans d'esclavage pour lui, sa femme, ses enfants, hein, quand même. Mais la 4e année, tout le monde était libéré, les dettes étaient considérées comme apurées. Alors ensuite, donc ça c'était l'épisode 1, ensuite on a eu l'épisode 2, je vais vous le faire rapidement aussi. L'épisode 2, c'est... On va changer de couleur. La première monnaie d'État et la première arnaque publique, pourrait-on dire. Donc on est en moins 560 ans avant Jésus-Christ, donc. Et là, c'est Crésus, un riche roi de Lydie où coulait le fleuve Pactole. Et Crésus a une idée géniale, la monnaie. Il la certifie, il la frappe d'un sceau, de son sceau royal, et ce qui lui permet de garantir le titre et la pureté. Donc c'est la première monnaie d'État de Crésus. Alors, l'intérêt de cette monnaie d'État de Crésus, et l'intérêt de la certification du poids et de la pureté, et donc de la frappe royale,
c'est que les gens n'ont pas besoin de vérifier, c'est beaucoup plus simple. On sait que c'est une monnaie de Crésus, on sait que ça vaut tant, et la teneur en or et argent, puisque c'était de l'électrum qui est un alliage d'or et d'argent, était garantie. Donc du coup, énorme succès de cette monnaie, que Crésus vendait évidemment un peu plus cher que la valeur des autres métaux équivalents, et diffusion de cette monnaie. Mais bon, il se passe, hélas, ce qui va devenir un problème récurrent dans l'histoire, c'est que Crésus va vouloir trafiquer sa monnaie. Petit à petit, il va baisser la teneur en or, il va augmenter la teneur en argent, les gens vont se méfier, des troubles vont commencer. Alors Crésus fait tout ça parce qu'il a des ambitions militaires, politiques, et évidemment, comme partout dans l'histoire, ça va mal se terminer. Crésus va être destitué, il va perdre devant Cyrus, le roi des Perses, et finalement, les Perses vont imposer leur propre monnaie d'État en or, qui viendra donc en remplacement. Donc, première monnaie d'État et première tentative d'avilissement d'inflation. Ensuite, donc, nous avons vu l'épisode 3. Alors là, je vais passer très brièvement dessus, sans doute, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. L'épisode 3, c'est Platon et Aristote. Débat sur la monnaie. On a sauté quelques siècles. On est plutôt aux alentours de moins 300. Et en fait, il y a eu pas mal de faillites, de cités grecques, etc. Et Platon dit que la monnaie, en fait, c'est une simple convention sociale, il suffit que tout le monde l'accepte. Et Aristote, lui, dit pas du tout, la monnaie, elle doit avoir différentes caractéristiques, il les a codifiées, il a dit que ça devait être une unité comptable, ça sert à faire des comptes dans les registres de dette, et puis c'est une unité d'échange, effectivement, un instrument d'échange, c'est-à-dire que les gens doivent pouvoir l'accepter, mais surtout, la grande idée d'Aristote, c'est que ça devait être un réservoir de valeur dans le temps, c'est-à-dire que ça devait pouvoir conserver sa valeur, indépendamment des États ou des cités qui maîtrisaient cette monnaie. Donc Aristote, en fait, sa grande pierre au débat, c'est que c'était le premier à s'intéresser à l'épargne, et il voulait une monnaie qui permette d'échanger donc les fruits de son travail au moment où on le voulait, et qui puisse, encore une fois, conserver la valeur dans le temps. Alors, nous allons maintenant arriver à notre épisode 4, mais avant, donc, je voudrais faire deux remarques sur des réflexions que je lis, des commentaires en dessous des vidéos précédentes, deux petites mises au point. Alors, la première mise au point, en fait, c'est quelqu'un qui dit que l'inflation, c'est une question de rareté, etc. Alors non, c'est très important de comprendre, même très tôt dans cette histoire monétaire, et même si on va y revenir par la suite incessamment, c'est que l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. C'est-à-dire qu'en gros, la masse monétaire grandit, grossit, et alors vous imaginez une marée, la marée, elle soulève tous les bateaux ensemble. Et la marée de la masse monétaire, des liquidités, en fait, soulève tous les prix ensemble. Alors qu'une augmentation de prix ponctuelle, sous l'effet de la rareté, par exemple les denrées alimentaires, parce qu'il y a eu une mauvaise récolte, c'est ponctuel et ça n'intéresse que les denrées alimentaires. Mais lorsque tous les prix montent simultanément tout ensemble, on est systématiquement face à un avilissement de la monnaie, une déformation de la masse monétaire, une croissance de la masse monétaire, si vous voulez. Alors ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a un auditeur attentif, effectivement, qui nous fait remarquer qu'il y avait une erreur dans le graphe du dollar que j'ai présenté la dernière fois. Parce que la dernière fois, je vous ai montré que le dollar avait perdu
95% de sa valeur depuis la création de la Fed, 1913. 95% de sa valeur. Hein. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a stocké $1 en 1913, en 2013, alors vous me direz ça fait un siècle, hein, il a un siècle, en 2013 il n'a plus que 5 cents de pouvoir d'achat. Bon, c'est quand même pas beaucoup. Alors dans ce graphe du dollar, effectivement, il y a des dates clés de l'histoire du dollar. Donc 1913, création de la Fed en haut. Ensuite, le décret de Roosevelt qui rend illégale la détention d'or et d'argent et qui remplace ça par du papier, le dollar papier que tout le monde connaît. Ça, c'était après la Grande Dépression. Ensuite, on a les accords de Bretton Woods, juste après la Seconde Guerre mondiale, donc qui rendent le dollar convertible en or pour les pays étrangers, mais aucune autre monnaie n'est convertible en or. Et enfin, en 1971, il y a la fin des accords de Bretton Woods. Plus aucune monnaie n'est rattachée à une marchandise, dirait Aristote, et toutes les monnaies deviennent des monnaies platoniciennes, c'est-à-dire des pures conventions sociales. Et maintenant, donc, on va revenir en arrière de quelques siècles, et on va passer à notre fameuse inflation de l'Empire romain. Alors, l'Empire romain, il faut le voir comme les États-Unis, c'est vraiment le grand empire de l'époque. Là, sur la carte qui se projette, vous voyez que c'est immense. Et ça nécessite une énorme administration pour contrôler tout ça. Les gens qui sont dans l'Empire romain, eh bien, ils sont contents d'être dans l'Empire romain. Parce qu'il faut voir que qui dit Empire romain dit Pax Romana. Alors, Pax Romana, ça implique plein de choses. Ça implique des routes en bon état qui permettent de commercer, de favoriser les échanges. Ça implique de la sécurité et donc aussi de la prospérité. En fait, la sécurité des biens et des personnes est assurée et donc nous avons un grand empire prospère. Et les gens sont contents de payer des impôts. Ils en ont pour leur argent. Et la monnaie de l'Empire romain, c'est le denier. Alors le denier, c'est un nom qui a essaimé, hein, qui résonne à beaucoup d'oreilles, justement à cause de l'Empire romain. Il est devenu le dinar en Serbie, c'est le dinar de l'Algérie, en Irak, en Jordanie, vous avez cette sonorité qui revient, au Koweït, en Libye, en Tunisie, les dineros en Espagne. Donc vraiment, le denier règne en maître dans tout le commerce et l'or est réservé aux très très gros business, aux échanges entre États, pourrait-on dire. Bon, mais ce grand empire, d'abord, il coûte de plus en plus cher. Hein, plus les frontières s'étendent, plus l'administration doit s'étendre, etc. Et plus c'est difficile de contrôler les grandes frontières, donc ça coûte de plus en plus d'argent. Et il arrive ce qu'il arrive toujours, c'est-à-dire que petit à petit, le denier est rogné, dévalué, il comporte de moins en moins d'argent. Alors, pour vous donner une idée de l'Empire romain, si vous habitiez, par exemple, en Syrie, là, c'est une photo, en fait, du mur d'Adrien, que l'empereur Adrien avait construit pour séparer l'Angleterre, qui était sous la Pax Romana, et l'Écosse, qui était les vilains celtes barbares et sauvages. Bon, vous vous rendez bien compte que le Phénicien qui paie des impôts, le Syrien, le mur d'Adrien, ça ne lui parle pas trop. Bref, le denier perd 38% de sa valeur. Il est né en 269 avant Jésus-Christ, en 145 avant Jésus-Christ, il est dévalué de 38%. Alors vous me direz, bon, 38% en plus d'un siècle, hein, c'est pas la mer à boire et c'est plutôt mieux que le dollar. C'est vrai, mais les choses s'aggravent. Et finalement, la méfiance va arriver, donc c'est ce qui arrive. C'est que les gens se disent, finalement, j'échange quelque chose contre un denier, mais ce denier, sa valeur est suspecte,
Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de retrouver un échange qui les arrange, donc ils augmentent les prix, tous les prix. Et donc il y a une inflation, il commence à y avoir des troubles sociaux, et l'empereur Dioclétien est au pouvoir à cette époque, et il s'empare du problème. Et alors, il décide, ça c'est aussi une constante dans l'histoire qui va devenir récurrente, il décide de contrôler les prix. Et il n'y va pas de main porte, parce que ceux qui ne veulent pas respecter la liste de prix établie par les fonctionnaires romains omniscients seront punis de mort. Et donc je vous lis une partie de l'édit de Dioclétien, qui date de 301 après Jésus-Christ. Il nous plaît donc que les prix qui figurent dans le court texte ci-dessous soient observés dans tout notre empire, que chacun comprenne bien néanmoins que si la faculté de les dépasser lui a été ôtée, il n'est pas interdit dans les régions où s'observe l'abondance de jouir de l'avantage de bas prix, dont on s'occupera spécialement lorsque la cupidité aura été complètement réprimée. Donc, s'ensuivait une liste de prix dont vous avez ici une image. Alors c'est très très partiel, hein, parce que nos chers fonctionnaires romains avaient codifié de très très nombreux prix. D'ailleurs c'est une source documentaire très précieuse, notamment sur les salaires de l'époque et les niveaux de vie de l'époque. Bon, vous noterez aussi, évidemment, que pour l'empereur, l'avilissement du denier, ce n'est évidemment pas la cause de l'État, l'Empire romain, hein, c'est évidemment les autres, la cupidité, alors de nos jours, on dirait l'avidité, le capitalisme, peu importe. Mais c'est jamais la faute de l'État. De nos jours aussi, c'est jamais la faute de l'État et du gouvernement, et de nos jours aussi, on essaye de contrôler les prix. Bien, alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer ce qui se passe toujours, c'est-à-dire qu'il va y avoir une désorganisation totale de l'économie, du commerce et des échanges. Les marchandises n'arrivent plus sur les marchés, le marché noir se développe, la contrebande explose, des monnaies concurrentes vont se créer d'ailleurs, et vont commencer à circuler, certaines viennent au-delà des frontières de l'Empire. Et puis, ça va mal se terminer, donc finalement c'est Constantin qui arrive au pouvoir, l'empereur Constantin. Alors il va restaurer l'ordre monétaire, il va promouvoir une nouvelle monnaie, et d'or cette fois, qui s'appellera le solidus. Alors Constantin règne de 272 à 337. Alors le solidus d'or, ça va fonctionner. Cette monnaie donc, va être adoptée par l'Empire byzantin, ce qui aura l'éclatement de l'Empire romain, et elle procurera une stabilité exceptionnelle à toute la région jusqu'au XIe siècle. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire, où là on n'a pas tellement parlé, comme vous le voyez, de crédit et de dette, on a parlé vraiment de monnaie, mais on a parlé aussi d'administration coûteuse, d'État coûteux, etc. Donc à chaque fois qu'il y a un État coûteux à administrer, il y a la tentation de vouloir faire croire qu'on est riche, qu'on a plus d'argent que ce qu'on lève d'impôts. À chaque fois, il y a gonflement de la masse monétaire. Et partout et toujours, c'est la quantité de monnaie, et le gonflement de la quantité de monnaie, que ce soit sous forme métallique ou sous forme de crédit, qui va fausser les prix, qui va créer de l'inflation, etc. Et une fois que l'inflation commence, elle commence souvent doucement, et puis dès que la confiance commence à s'ébranler, là ça s'emballe. Alors c'est très difficile de dire quand ça s'emballe, il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire, quelquefois ça s'emballe au bout de 60 ans, 70 ans, quelquefois ça s'emballe au bout de 10 ans, mais ça finit toujours par exploser, et finalement exploser à la figure de celui qui a manipulé la monnaie. Voilà, écoutez, on va se retrouver bientôt pour un prochain épisode, si celui-là vous a plu. Et puis, je vous dis, comme d'habitude, hein, vous avez plein d'autres renseignements dans la version écrite de cette histoire abrégée de la monnaie, de Sumer au Bitcoin. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et que vous voulez comprendre pourquoi notre système monétaire vacille aujourd'hui, téléchargez gratuitement notre livre sur l'histoire de la monnaie, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Dans ce livre, vous découvrirez pourquoi la monnaie n'a jamais été neutre,
et la raison pour laquelle elle est au cœur de chaque effondrement. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne où vous pourrez retrouver la totalité des épisodes de cette série. Merci et à bientôt!